Le kit qui est présenté par le gouvernement dans son fascicule « Tous responsables » n'est pas le plus adapté, surtout s'il est nécessaire de devoir évacuer. Outre les traitements à prendre pour certaines personnes, la trousse de secours est une évidence, mais au-delà des pansements et désinfectants, ce qui est bien souvent présent dans les trousses du commerce, c'est clairement insuffisant. Il apparaît important de prévoir certes des pansements, des bandes, du sparadrap, dont on peut supprimer le tube du rouleau pour le mettre à plat et économiser de la place, mais aussi des strips autocollants, un kit de suture avec fil et aiguille, il existe. Même des fausses peaux pour pouvoir s'entraîner à recoudre une plaie, et un garrot tourniquet, en se formant bien sûr à s'en servir à bon escient, pour ne pas en faire un usage abusif, puisque c'est une mesure extrême qui peut amener la perte d'un membre, voire pire, et d'avoir le réflexe de noter l'heure de pause. Chose plus banale, entre guillemets, mais utile dans votre trousse, dans les médicaments accessibles sans ordonnance, tels que des anti-inflammatoires, des produits contre la constipation ou la diarrhée, les maux d'estomac, et peut-être, mais à prendre avec précaution si vous en avez gardé d'une ancienne prescription, des antibiotiques, oui, ça n'est pas automatique, bien entendu en vérifiant régulièrement les dates limites d'utilisation. Et pour les plus aguerris, surtout qui ont déjà une solide connaissance, un livre sur les plantes médicinales en ayant déjà acquis des connaissances fiables, notamment s'agissant de la reconnaissance des plantes, la chose est aussi valable concernant l'aspect alimentaire des plantes sauvages. S'agissant du produit désinfectant, il en existe en lingette, mais aussi on peut ajouter quelques dosettes à usage unique de rouge, mercurochrome, de sérum physiologique, un petit flacon d'alcool à 90 degrés modifié, bien sûr, il n'est pas à oublier la paire de ciseaux, et d'y ajouter une pince permettant par exemple de retirer une épine ou un corps étranger sur une plaie, et même une pince à tic, aussi utile pour nous-mêmes que pour nos compagnons à quatre pattes. Certains auront peut-être pensé à la couverture de survie, qui est un indispensable, mais pourquoi ne pas y rajouter sa version sac de couchage en version orange fluo, permettant de se maintenir à l'abri du froid comme de la chaleur, mais aussi de se rendre le plus visible possible. Au-delà de cette trousse de secours, on aura bien entendu une gourde, peut-être souple pour prendre moins de place, avec un bouchon à vis standard comme sur les bouteilles, pour pouvoir y visser une paille filtrante. La Mini Sawyer fait partie des plus compactes du marché, car devoir marcher avec 6 litres d'eau dans le sac peut devenir vite éprouvant. On peut aussi penser à s'abriter si nécessaire. Le poncho est un vrai passe-partout multifonction, accessible à moins de 10 €, il sert bien sûr à se protéger de la pluie, et même le sac à dos qui sera glissé dessous, à se constituer un abri de fortune avec un peu de corde et quelques sardines. Je parle bien entendu des piquets qui servent à fixer les coins de la tente au sol, même si effectivement, la boîte de sardines est un très bon aliment de secours à avoir dans son sac. Niveau alimentation, ainsi, outre les sardines, les fruits secs, les barres céréales, sont un bon moyen de tenir avec ce qu'il faut de protéines, de sucre lent et rapide, avec l'avantage d'être très léger dans le sac. Le temps d'une pause est celui où il faut penser à se préserver. En cette saison, ce sera naturellement du froid. Si la couverture de survie est un moyen d'urgence, il existe des sacs de couchage très compacts et légers avec des performances thermiques intéressantes. Celui que j'ai, très compact, commercialisé par Decathlon il y a quelques années, n'est plus disponible. Un confort 5 ou 10 degrés sera suffisant pour la majorité des nuits dans l'année, et en cas d'urgence, rien n'empêche de rester habillé à l'intérieur et de glisser son duvet dans la couverture de survie en forme de sac de couchage évoqué précédemment. On peut aussi penser à faire du feu. Il existe des allumettes simples, mais aussi de survie qui s'allument facilement et tiennent même sous la pluie assez pour démarrer un feu, car si la pierre du briquet est mouillée, ça ne simplifiera pas les choses, d'où l'intérêt d'emballer son kit feu dans un sac étanche. Si vous imaginez utiliser une pierre à feu, barre de ferrocérium, entraînez-vous bien avant. Il existe aussi des briquets électriques rechargeables, un panneau solaire pliable aura 7 utilités en plus de recharger votre téléphone ou batterie. La communication est un indispensable, bien entendu, tout le monde, pour ainsi dire, possède un smartphone, avec les moyens de recharger celui-ci, le câble bien entendu, le chargeur, mais si vous avez retenu juste avant, un panneau solaire pliable compact, cette communication est aussi enviable en cas de panne de réseau avec un talkie, qui pour certains capte même les fréquences FM, si votre téléphone ne le fait pas, ou n'avez de radio, pour vous tenir informé. C'est un tout en un. La communication peut aussi se faire, pour vous signaler, à l'aide d'une lampe puissante. Les modèles rechargeables sont nombreux, en lampe torche,
avec effet stroboscopique pour certaines, mais aussi le bandeau à LED, avec lumière rouge en plus pour certaines, s'il faut être discret à certains moments. Avoir ces deux types d'éclairage n'est pas superflu, surtout pour éviter la panne et de se retrouver dans le noir de façon brutale. S'il est évoqué d'avoir un couteau sur soi, on y préférera au-delà du couteau multifonction, visualisant le plus souvent le fameux couteau suisse, certains modèles compacts permettant de disposer une pince et même d'un marteau, et d'y adjoindre un petit kit d'outils permettant de disposer de différentes embouts permettant de visser, dévisser, et s'attaquer à quelques boulons et écrous. À titre personnel, au-delà de cet attirail, restant dans un poids léger et compact, placé dans un sac des plus discrets, j'ai une tente 2 places, la Kahoo, elle comprend 2 toiles, permettant de couvrir la chambre et de faire une avancée pour placer son sac et chaussures à l'abri à l'extérieur, chacune des toiles étant transformable en hamac, ou d'en faire un grand tarp, abri, suffisant pour 4 personnes. On peut rajouter plein de choses dans son sac, comme du scotch étanche tissé, et de la corde fine mais solide, résistance 200 kg minimum, du chocolat, noir de préférence, pour le moral, quelques bonbons pour un apport de sucre d'urgence ou le plaisir, on n'oubliera pas naturellement ses clés, ses papiers d'identité, étant plastifiés au format carte bleue, pas de risque de destruction s'ils prennent l'eau, et sa carte bleue, mais bien entendu des espèces, en billets pas trop gros, car en cas de souci il pourrait être impossible d'avoir un rendu de monnaie, et il est préférable d'être au plus près de la pointe. Quelques pièces peuvent donc trouver une utilité, et si un mouvement doit être effectué sur au moins 72 heures, imaginez-vous les sommes nécessaires pour remplir le réservoir de votre véhicule, acheter votre nourriture ou un surplus de matériel, dont les prix en situation dégradée peuvent être plus importants qu'habituellement. D'ailleurs, avant tout déplacement, il faudra savoir évaluer si c'est la meilleure solution, en tout cas le choix le plus judicieux face à celui de rester chez soi, et surtout de s'être posé au préalable la question de la direction à prendre, en ce sens, avoir un véhicule entretenu, le réservoir bien rempli et peut-être même une réserve de carburant peut faire une vraie différence, comme une capacité à s'orienter, que ce soit avec un GPS avec une carte enregistrée en hors ligne ou une bonne vieille carte routière papier. Au-delà de la préparation de votre sac, où chacun y mettra le petit plus qui lui convient, comprenant que quoique se voulant généraliste, celui proposé par le gouvernement n'est clairement pas au niveau pour faire face à 72 heures, d'autant plus que pour la majorité, aucune préparation n'est effectuée ou réfléchie, cette situation fait que beaucoup peuvent et vont en cas de difficulté se retrouver sidérés, car même s'ils auront entendu les messages d'alerte réguliers du gouvernement qui n'a de cesse que d'instiguer la peur, n'ont effectué aucune préparation. Donc, réfléchissez sérieusement à l'état de votre préparation matérielle, mais aussi pour être capable d'avoir et de prendre les décisions justes le moment venu, car il est plutôt incertain que les services d'urgence seront à même d'intervenir selon l'ampleur d'une catastrophe qui viendrait à intervenir, certains agents publics pouvant préférer même rester pour être près de leurs proches plutôt que de rejoindre les rangs des secours. Il faudra aussi vous poser la question de qui sera à vos côtés, et qui profitera de la confusion. Avoir des liens fiables avec certaines personnes pourrait être salutaire, notamment si l'évacuation n'est pas possible et que les secours ne viennent pas. L'instinct de certaines personnes n'ira pas dans le sens de l'entraide et de la bienveillance, donc, réfléchissez avec qui vous échangez sur vos préparatifs, quelles sont les informations que vous acceptez de délivrer et celles que vous dissimulez, et apprenez à rester discret, d'être indécelable par les personnes qui vous entourent. Les personnes qui partagent des conseils autour de l'autonomie et du survivalisme sont nombreux sur les divers réseaux sociaux, il n'est pas question de tomber dans une paranoïa, mais de réduire ses peurs potentielles en se préparant, c'est en ce sens que la majorité, bienveillante, partage leur préparation, de pouvoir faire preuve de la plus grande sérénité possible en cas de difficulté, en ayant fait en sorte de réduire ses dépendances, d'être prêt à se défendre contre certains instincts qui agissent dans le mauvais sens dans les périodes d'épreuve. Pour conclure, n'attendez pas pour prendre le chemin de votre préparation à l'autonomie, allez voir mes autres vidéos, abonnez-vous, et restez connectés.